La population béninoise fait face depuis quelques jours à une augmentation du prix du gaz domestique. Il s'avère que certains des distributeurs de gaz ont augmenté de façon illicite le prix du gaz sur le marché. Par un communiqué en date du vendredi 25 août 2023, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Assouman, rassure les populations qu'aucune augmentation n'a été faite sur le prix du gaz domestique. Le prix demeure tel que fixé par la structure de prix des produits pétroliers. Le prix officiel de recharge de la petite bouteille de gaz de 6 kg est de 4 770 francs CFA. La grosse bouteille, celle de 12,5 kg, est rechargée à 9 935,5 francs CFA. La ministre de l'Industrie et du Commerce invite la population béninoise à faire recours au numéro 113 pour procéder aux dénonciations. Par ailleurs, elle prévient les opérateurs économiques qui augmentent délibérément le prix du gaz sur le marché de s'abstenir de cette attitude sous peine de subir une punition conformément aux tests en vigueur. Dans un communiqué en date du 21 août 2023, Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, alerte les populations sur le danger que représente la montée des eaux des cours d'eau suite aux précipitations qu'enregistre le pays depuis quelques jours. Les fortes précipitations enregistrées ces derniers temps dans les localités de la région septentrionale de notre pays enregistrent la montée des eaux dans les bassins des fleuves et occasionnent des inondations dans plusieurs communes. Les services de prévision annoncent pour la commune de Zayanado une alerte rouge et pour les communes de Karimaman et de Malanville une alerte orange. Ces prévisions peuvent évoluer très rapidement au rouge et concerner d'autres communes. Malgré les sensibilisations et les mesures prises par l'Agence nationale de protection civile, les autorités préfectorales et communales, certains citoyens continuent de faire preuve d'imprudence en adoptant des comportements à risque. Pour éviter que ces comportements n'alourdissent les dégâts de ces inondations, le ministre rappelle aux populations d'observer les consignes ci-après. Respecter les mesures de protection civile prises par les autorités politico-administratives et les pairs éducateurs et secouristes, notamment les mesures d'évacuation à temps des personnes et des biens vers des familles d'accueil plutôt que sur les sites d'accueil. Suivre régulièrement des émissions radiophoniques locales et appliquer les consignes données par les autorités compétentes. Éviter la traversée des cours d'eau, les transports fluviaux nocturnes avec des barques surchargées en violation de la réglementation sur le transport fluvial. Éviter de se baigner dans les cours d'eau ou d'y faire des besoins. Éviter de se servir des eaux contaminées comme eau de boisson, de vivre dans les maisons menaçant ruine, dans les maisons susceptibles de s'écrouler par l'effet des eaux ou celles dont les fils électriques sont immergés. Appelez en cas de nécessité le 166 pour recevoir de l'aide ou dénoncer les comportements à risque. Il est important pour nous de venir vers la vice-présidente de la République pour discuter d'un certain nombre de sujets que nous avons en commun. La question de la promotion du leadership féminin, la question de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Il y a un sujet particulier pour lequel nous tenions également à féliciter Madame la vice-présidente de la République. C'est l'initiative qu'elle a prise, cette grande innovation dont elle est l'auteur, qui est ce projet de mettre en place un ordre du mérite féminin. C'est une première. J'ai partagé avec elle la certitude, la conviction de l'Institut national de la femme de ce qu'il y a dans nos valeurs endogènes, il y a dans nos préceptes, il y a dans nos traditions des ingrédients qui promeuvent les droits des femmes et sur lesquels nous pouvons également nous appuyer pour faire la promotion du leadership féminin. Nous, organisations de la société civile,
sommes venus rencontrer la vice-présidente pour lui porter les préoccupations des communautés à la base. C'est dans le cadre d'une campagne que nous avons lancée, la campagne pour des services sociaux de base de qualité. Nous avons parlé des problèmes cruciaux dans le secteur de l'éducation, par exemple, dans le secteur de la santé, tout comme dans le secteur de l'état civil, où les problèmes se posent entre les communautés, la NIP à la base et les communes. Dans le secteur de l'eau aussi, où il y a des problèmes pour la réparation des ouvrages. De cette rencontre, nous avons obtenu une satisfaction puisqu'elle nous a écoutés, elle a reconnu les problèmes dont nous avons parlé et elle a promis faire le compte-rendu fidèle au chef de l'État qui pourra prendre les dispositions pour que ces problèmes-là soient résolus dans les différents secteurs. Mon cabinet a été élargi à un responsable qui porte désormais la parole du président de l'Assemblée nationale. C'est votre collègue Vitali Boton qui est désormais le chef de la cellule de communication du président de l'Assemblée nationale. Alors, il a été secondé par un adjoint. Voilà, donc c'est les deux qui forment désormais une équipe et qui portent ma parole. Et ça, c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que la composition de l'Assemblée aujourd'hui n'est plus celle qui était à la 8e législature. Donc, que ce soit les dirigeants de presse ou les conférences de presse, c'est le porte-parole ou bien le directeur de la communication ou bien, si vous voulez, le chef cellule pour être précis de la communication du PAN. C'est de ça qu'il s'agit désormais et non du porte-parole de l'Assemblée nationale. Pour ce qui est de la première session ordinaire, l'Assemblée nationale a tenu 9 séances plénières au cours desquelles elle a examiné plusieurs dossiers. Ces dossiers peuvent être subdivisés en 3 volets distincts. Nous avons la production législative, le contrôle de l'action gouvernementale et les autres activités de l'Assemblée nationale. Le bilan de la deuxième session extraordinaire de l'année 2023, il faut dire que l'Assemblée nationale a tenu cette session du 17 au 19 juillet 2023. Au cours de la session, les députés ont tenu 2 séances plénières. Ces séances ont été dédiées à la continuation de la nomination des représentants de l'Assemblée nationale au sein des parlements régionaux et des institutions de la République, ainsi qu'à l'élection des secrétaires des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Cet atelier a pour objectif de sensibiliser sur les principales causes et conséquences de l'extrémisme violent, de vous informer sur les bonnes pratiques et les initiatives existantes en matière de prévention, de vous outiller pour élaborer et mettre en œuvre des actions concrètes au sein de vos communautés respectives afin d'endiguer progressivement le phénomène. Elle vise à outiller les parlementaires sur les stratégies à mettre en œuvre de façon participative et inclusive avec les communautés vulnérables pour faire reculer et endiguer l'extrémisme religieux au Bénin. Nous avons la conviction que les 3 jours de formation contribueront à élargir notre base de connaissances sur le genre et l'extrémisme violent dans le contexte national. C'est dans ce contexte que l'Institut républicain international, IRI, a accepté de soutenir cette initiative d'Europe Bénin, dont l'objectif est de fournir aux femmes parlementaires
les connaissances nécessaires pour mieux comprendre les moteurs de l'extrémisme violent, ainsi que le rôle crucial qu'elles peuvent jouer dans les efforts de prévention et de lutte contre celui-ci. Donc c'est très important vraiment qu'elles puissent vraiment s'investir pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour faire face donc, à ce phénomène-là. Retrouver le lien entre nos aïeux victimes de l'esclavage et nous-mêmes, rééquilibrer le lien entre la Guadeloupe et l'Afrique, singulièrement le lien avec le Bénin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité venir ici au Bénin, en toute humilité, pour apprendre, comprendre ce moment tragique et fondateur que fut la traite négrière, mais également pour manifester une profonde volonté d'échange et de coopération culturelle, économique, scientifique, pour qu'ensemble, nous puissions élaborer des projets communs. Réaliser ce pari signifie réhabiliter la mémoire de l'esclave à travers les sites où les événements ont pris souche et se sont développés. Le fort portugais, bien sûr, la place aux enchères, le mémorial de Zumbodi, la route de l'esclave et la porte du non-retour. Dans la restauration, le redimensionnement sont en cours, en constituent des symboles forts. Il s'agit aussi des ouvrages et des infrastructures conçues à la seule fin de témoigner de cette histoire et d'offrir aux générations successives les outils efficaces de la transmission. L'ensemble de ces réalisations s'inscrit dans la vision du gouvernement qui veut faire de ces lieux de mémoire et de leur animation un trait d'union, disais-je, entre le Bénin et les afrodescendants. L'esclavage a été exécuté avec la complicité de l'Église catholique. L'esclavage a été exécuté avec des versets coraniques. L'Africain est où dans tout ça? Donc nous ne sommes pas venus ici pour nous plaindre ou pour nous pleurer sur notre passé. Nous sommes venus ici pour rappeler aux gens que le sort de l'Afrique dorénavant, c'est dans ses mains et nous pouvons la bâtir qu'avec ceux qui sont restés là-bas et aujourd'hui qui reconnaissent d'où ils viennent, parce que eux là-bas, ils font encore un travail plus énorme que nous-mêmes ici. C'est une commémoration de cette journée internationale, mais c'est un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire, non pas pour nous rappeler la pénibilité, la douleur, mais construire la grandeur sur cette douleur. Cela fait un mois que le président nigérien Mohamed Bazoum a été renversé par un coup d'État. Si la situation est relativement calme dans le pays, les chefs des diplomaties burkinabées et maliennes ont tenu à réaffirmer leur soutien à la junte lors d'une visite à Niamey jeudi, où ils ont pu s'entretenir avec le général Abdourahmane Tiani, nouvel homme fort du Niger. À cet effet, ils ont convenu de mettre en place un secrétariat conjoint. S'agissant des questions sécuritaires, ils ont salué la signature par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tiani, de 2 ordonnances le 24 août 2023 autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression. Le Niger pourra donc compter sur les forces maliennes et burkinabées en cas d'agression, alors que la CEDEAO continue de brandir la menace d'une intervention armée pour établir la démocratie. Il n'est pas trop tard pour que les militaires reconsidèrent leur action et écoutent la voix de la raison, car les dirigeants de la région ouest-africaine ne toléreront pas un coup d'État. Les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger ont proposé une période de transition de 3 ans vers un régime démocratique, mais la CEDEAO, elle ordonne le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel.
L'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité, a 48 heures pour quitter le Niger, a annoncé vendredi le ministère des Affaires étrangères. Dans un communiqué, il aura refusé de répondre à l'invitation du ministère pour un entretien et serait prié de quitter son poste en représailles aux agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger. Depuis le renversement du président Mohamed Bazoum, les militaires au pouvoir accusent en effet Paris d'être l'instigateur de l'intervention militaire que prépare la CEDEAO pour établir le président déchu dans ses fonctions. Niamey accuse notamment la France de vouloir intervenir militairement au Niger. Rappelons que 1500 soldats français qui dépendent de l'armée nigérienne dans le cadre des accords de lutte contre le djihadisme au Sahel sont stationnés dans leur base à Niamey. La candidature du président congolais Félix Tshisekedi pour l'élection présidentielle de 2023 a été confirmée samedi par son parti. Après un congrès extraordinaire organisé à Kinshasa, les membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont choisi Tshisekedi comme candidat. Sans surprise, le parti avait déjà manifesté ce choix il y a des mois. Le mandat du chef d'État congolais en tant que président de l'UDPS a également été renouvelé pour 5 ans au cours du congrès. En quête d'un second mandat, Félix Tshisekedi pourra compter sur les formations politiques alliées de l'UDPS, mais également sur les présidents des 2 chambres du Parlement, sans oublier Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe à la tête de l'Union pour la nation congolaise. Cette désignation intervient aussi dans un contexte politique tendu marqué par une rivalité entre Tshisekedi et des opposants comme Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur de la province du Katanga, ou encore Martin Fayoulou. Les 2 hommes sont candidats déclarés à la présidentielle. Avec des animateurs légitimes, c'est-à-dire choisis par le peuple. Non, très bonne question et merci d'ailleurs. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a été réélu pour un second mandat. L'homme politique, âgé de 80 ans, a obtenu 52,6% des voix contre 44% en faveur de Nelson Chamisa, le leader de l'opposition. Les résultats ont été annoncés par la commission électorale samedi à 23h. Mnangagwa Emmerson Ndambunzo du parti ZANU-PF a obtenu 2 350 711 voix sur les 4 468 730 suffrages valablement exprimés, ce qui représente plus de la moitié du nombre de suffrages lors de l'élection présidentielle. Par conséquent, Mnangagwa Emmerson Ndambunzo du parti ZANU-PF est déclaré dûment élu président de la République du Zimbabwe avec effet au 26 août 2023. Près de 69% des Zimbabwéens inscrits ont pris part au vote du mercredi 23 août, qui a finalement dû être prolongé d'une journée. D'importants dysfonctionnements ont aussi été notifiés par les observateurs et l'opposition, notamment le manque de bulletins dans les bureaux de vote, en particulier dans la capitale Harare. Les missions d'observation électorale ont soulevé et confirmé une série de malversations qui correspondent à nos propres évaluations, dont l'absence de réformes électorales et un exercice de délimitation défectueux et controversé. Avec la victoire d'Emmerson Mnangagwa, le ZANU-PF, parti au pouvoir, conserve la direction du pays qu'il détient depuis 43 ans. La coalition des citoyens pour le changement, le premier parti d'opposition, conteste ces résultats. Les partisans du ZANU-PF célèbrent la victoire de leur candidat. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a été réélu samedi avec 52,6% des voix. Mnangagwa, qui a succédé à Robert Mugabe en 2017, était largement pressenti pour remporter les élections, les analystes estimant que le scrutin était fortement biaisé en faveur du ZANU-PF.
Les Zimbabwéens ont voté mercredi et jeudi avec un taux de participation de près de 70%. Le nombre total d'électeurs était de 6 623 511. Le taux de participation a été de 68,9%. En plus d'élire leur président, les électeurs ont aussi choisi les membres du Parlement et leurs élus locaux. Le ZANU-PF a conservé sa majorité parlementaire. Dans la capitale haïtienne Port-au-Prince, l'insécurité ne faiblit pas et les habitants du quartier Carrefour-Feuille ont dû fuir leur maison vendredi pour échapper à une nouvelle flambée de violence des gangs. Toute la matinée, les gens ont quitté la zone à la hâte, emportant le peu d'affaires qu'ils pouvaient transporter. La police a fait savoir qu'elle sécurisait la zone, mais c'est loin d'être suffisant. Les gangs sont partout à Carrefour-Feuille. Il y a eu beaucoup de tirs hier, j'ai dû quitter ma maison et n'emporter que quelques vêtements. Tous mes enfants sont partis et je ne sais pas où ils sont. 5 jeunes garçons dans la rue que je ne peux pas retrouver. Et mon mari est aveugle. Carrefour-Feuille est un quartier stratégique pour les gangs qui contrôlent près de 80% de Port-au-Prince. Au début du mois, une attaque a provoqué le départ de plus de 5000 personnes. Certains d'entre eux ont pu trouver refuge dans des établissements scolaires ou des centres sportifs. Les autres dorment dans la rue. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai que cette sacoche avec ma carte d'identité. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont pris. Je ne sais pas s'ils ont brûlé ma maison et volé toutes mes affaires. Selon un récent rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, les violences des bandes armées qui font régner la terreur en Haïti ont fait plus de 2400 morts depuis le début de l'année 2023. La Russie a confirmé dimanche la mort du patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, à l'issue d'expertises génétiques. Le jet privé transportant Prigojine et sa garde rapprochée s'était écrasé mercredi au nord-ouest de Moscou, faisant 10 morts. Après le drame, une question se pose, quel sera l'avenir du groupe paramilitaire en Afrique, où il s'est fait remarquer ces dernières années. D'abord en République centrafricaine, après que le président Faustin Archange Touadéra a fait appel à leur service pour endiguer une rébellion, puis au Mali et enfin au Burkina Faso. Pour la France et les États-Unis, grands détracteurs de Wagner, qui voient leur influence sur le continent s'affaiblir, le groupe sert d'assurance vie au régime militaire, au pouvoir comme au Mali. N'empêche que sur place, les populations font l'éloge du groupe. Le drapeau russe est souvent aperçu lors de rassemblements dans des pays comme le Mali ou plus récemment au Niger. Parmi les dernières images d'Evgeny Prigojine vivant figure celle diffusée lundi dernier où il disait se trouver en Afrique travaillant à la grandeur de la Russie. Après sa mutinerie contre le Kremlin en juin, les questions sur l'avenir de Wagner en Afrique n'ont pas tardé. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait alors déclaré que ces événements n'auraient aucune incidence sur les activités du groupe. Après le sommet des BRICS en Afrique du Sud, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva s'est envolé pour l'Angola jeudi soir dans le cadre d'une visite officielle de 2 jours. Avec son homologue angolais João Lourenço, ils ont participé à une cérémonie de remise de médailles vendredi avant de présider la signature de plusieurs accords entre leurs deux pays. Étant donné que l'Angola et le Brésil assurent temporairement la présidence de la SADC et du Mercosur, je pense qu'il serait très important de préparer une réunion de haut niveau entre les 2 blocs régionaux afin d'harmoniser une coopération économique forte dans le cadre de nos développements respectifs. Le dirigeant sud-américain a reçu l'ordre Antonio Neto de la part du président Lourenço, qui lui s'est vu décerner l'ordre national de la Croix du Sud au palais présidentiel de Luanda. Il s'agit là de la 3e visite officielle de Lula en Angola.
Dans le secteur de la santé, nous avons abordé deux aspects importants. Le renforcement de la politique de prévention, ce qui a donné lieu à la logique de traitement que nous avons reçue. Et la première usine de médicaments du pays qui sera importée dans le cadre d'un consortium de 3 entreprises brésiliennes. Le président brésilien doit poursuivre sa visite d'État avec l'inauguration d'un nouvel espace au centre culturel Angola-Brésil de Luanda samedi, avant de se rendre à Sao Tomé et Principe.